L'intelligence artificielle est en train de changer notre monde de façon radicale et transformative. En quelques années, elle est passée de l'ombre à la lumière, de la fiction à la réalité. Aujourd'hui, elle est partout, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, à la télévision et même dans nos maisons. Les experts s'accordent à dire que l'intelligence artificielle va changer notre monde plus profonde que les autres technologies de notre histoire. Et on n'a qu'un seul choix, suivre le temps et ne pas être en déphasage avec les nouvelles inventions. Pour nous, génération, l'intelligence artificielle, quelle est son importance dans tous les secteurs? Aujourd'hui, on en parle dans Espace Digit avec M. Togbe Agbagla. Il est le directeur technique à l'agence Togo Digital. Dans ce numéro d'Espace Digit, nous recevons pour vous M. Togbe Agbagla. Il est le directeur technique à l'agence Togo Digital. Il viendra non seulement nous parler de l'importance de l'intelligence artificielle, mais également de ses limites. Notre découverte du jour est un jeune très engagé et pour qui la sécurité humaine est capitale. Le top chrono a enregistré 2 autres questions. Et pour finir, la 26 minutes, notre rubrique Cyber Alerte avec notre expert Malik Giraldo. Bonjour Monsieur Togbe Agbagla, vous êtes directeur technique à l'agence Togo Digit. Merci d'être passé dans notre salon digital. Merci. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'intelligence artificielle, un mot que nous côtoyons régulièrement, un mot qui revient assez souvent. Et d'ailleurs, plusieurs secteurs l'incluent dans leur programme de digitalisation. Alors, j'aimerais savoir, quand on parle de l'intelligence artificielle, à quoi fait-on exactement allusion? Le terme intelligence artificielle renvoie à 2 mots, intelligence et artificielle. Autrement dit, une autre intelligence. Tout simplement, il s'agit de machines qui sont entraînées ou programmées pour exécuter et automatiser des tâches plus rapidement. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle importante? Parce qu'elle nous permet d'accroître notre productivité. Elle nous permet de mieux optimiser l'utilisation de nos ressources et surtout, elle nous permet de faire ce saut quantique, si je puis m'exprimer ainsi, pour essayer de rattraper le retard que nous accumulons déjà par rapport à d'autres pays. Je suis curieuse de vous demander si introduire l'intelligence artificielle dans plusieurs secteurs, est-ce que ce n'est pas un danger? Est-ce qu'on ne risque pas de voir des tâches que nous, êtres humains, exécutons, être remplacés par ces intelligences artificielles? Avant tout, j'aimerais dire que l'intelligence artificielle est inévitable. Nous l'utilisons déjà dans notre quotidien, au travers des réseaux sociaux, au travers d'un certain nombre d'équipements technologiques que nous avons à domicile. Tout ce qui est smart aujourd'hui utilise un peu déjà les concepts d'intelligence artificielle. Donc, qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle est déjà une réalité. Ce que nous devons faire maintenant, c'est mieux la comprendre et mieux s'y préparer. Si vous connaissez les risques, vous allez pouvoir vous adapter aux conséquences de ces risques-là. Et donc pour moi, il faut bien connaître l'intelligence artificielle, prendre les mesures nécessaires en termes de gouvernance et ça devrait mitiger les risques tels que les pertes d'emploi qui sont évoquées un peu partout. Mhm. Quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est quoi autour? Est-ce que c'est l'Internet? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'intelligence artificielle marche? Parce que quand on dit intelligence artificielle, on ne fait pas trop un focus sur ce dont on parle. C'est quoi, en termes techniques, c'est quoi? C'est l'Internet? C'est des fibres? C'est quoi exactement? C'est beaucoup de choses. Ça commence d'abord par la formation. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des spécialistes en intelligence artificielle. Ça commence également par
l'infrastructure. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir la puissance de calcul, c'est-à-dire les ordinateurs, les serveurs qui vont permettre d'entraîner des modèles ou d'automatiser des tâches. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la connectivité, il faut de l'Internet. Pour mettre à disposition les produits de l'intelligence artificielle, il faut que les populations puissent y accéder. Et souvent, c'est au travers des smartphones ou des ordinateurs à distance. Donc, c'est beaucoup de choses. Et j'aimerais dire que ça commence déjà par les statistiques. Les simples statistiques que nous voyons aujourd'hui et qui sont faites, comment dire, dans les universités, etc., constituent déjà les prémices de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a la donnée. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut pouvoir collecter de la bonne donnée pour pouvoir entraîner les modèles. Bon, eu égard à tout ce que vous venez d'évoquer, de citer, est-ce que aujourd'hui l'Afrique elle est prête pour subir cette transition-là? Mais avant que vous me donniez votre réponse, je vous invite à suivre avec moi ce reportage sur l'intelligence artificielle. Omniprésente dans de nombreux secteurs, l'intelligence artificielle facilite le quotidien. Il suffit d'un simple clic et résultat, les réponses aux questions introduites s'alignent. Cette innovation améliore l'efficacité, facilite la prise de décision et optimise l'expérience utilisateur. Tout paraît désormais facile et accessible. Cependant, l'intelligence artificielle n'est pas sans conséquences. Un médecin à Lomé a fait une découverte révolutionnaire. Une crème qui peut soulager les douleurs de genoux en seulement 2 semaines. Des milliers de Togolais se sont débarrassés de leurs douleurs articulaires grâce à ce produit incroyable. 20% des divorces au Togo sont causés par des problèmes de taille du pénis, plongeant de nombreux hommes dans la dépression. Voici Des vidéos quelques témoignages qui de paraissent personnes vraies qui et ont pourtant, utilisé cette crème. toutes sont des deepfakes. Des images modifiées, falsifiées, des propos jamais tenus. Si cette technologie peut être un formidable outil d'aide, elle présente aussi des risques et peut dans certains cas causer des préjudices. La mise en place de bonnes procédures de sécurité élémentaires, selon les experts, s'avère indispensable pour contrer cette face sombre de l'intelligence artificielle. Monsieur Agbagla, comme vous l'auriez remarqué, c'est des vidéos que nous avons essayé de compiler, des vidéos carrément sorties de leur contexte, des vidéos modifiées. C'est là où je reviens sur ma question. Est-ce que l'Afrique est prête? Est-ce que nous sommes prêtes pour subir cette transition qui parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Je dirais que toute technologie a des risques. On est en train de se préparer pour l'intelligence artificielle. On a accusé un certain retard, mais un certain nombre d'initiatives nous indiquent que nous pouvons avoir quand même notre part, utiliser cette technologie pour le bien de nos populations. Quant à la question à savoir concrètement qu'est-ce qu'il nous faut, je dirais que déjà aujourd'hui, nous n'avons pas la maîtrise sur la puissance de calcul. Comment dire, les puces électroniques qui permettent justement de faire de l'intelligence artificielle, on va dire, à haute dose. Donc, ce qu'on appelle les GPU, c'est des cartes graphiques qui permettent d'accélérer les calculs. D'accord. Nous ne contrôlons pas cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, vous avez Taïwan, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine qui sont en train de compétir dans ce domaine-là. C'est la même chose pour les serveurs qui doivent permettre justement de créer des applications et d'entraîner des modèles. Nous ne maîtrisons pas également cette chaîne de valeur. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte. Dans un deuxième temps, nos données. Nous n'avons pas le contrôle total sur nos données. Aujourd'hui, les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, etc., collectent énormément de données sur nos modes de vie, sur nous-mêmes.
etc. Et ces données sont hébergées ailleurs et eux, ils les utilisent pour produire des applications qui vont les aider à mieux nous cerner. Pour ces personnes-là qui utilisent l'IA pour faire du mal, pour porter atteinte à l'intégrité des autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Vu qu'il n'y a pas un guide qui réglemente l'utilisation, chacun y va comme il veut. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut utiliser à la fois le bâton et la carotte. Mhm. Le bâton, c'est, comment dire, les lois à mettre en place, c'est la gouvernance et, comment dire, la carotte, c'est la sensibilisation, c'est la formation, etc. Une dernière question. Est-ce que c'est possible de tracer quelqu'un qui se sert de l'IA pour monter une vidéo comme telle qu'on vient de le voir? Est-ce que c'est possible? Je dirais qu'aujourd'hui, la technologie est à ses prémices. Il y a des solutions qui visent à, on va dire, marquer les productions audiovisuelles, ce qu'on appelle le watermark, OK. et qui devrait permettre normalement de pouvoir identifier les auteurs de ces contenus-là. Mais j'imagine que ces derniers, lorsqu'ils vont le faire, ils vont le publier, comment dire, par des canaux cachés et c'est assez difficile de les tracer. Pour être honnête, je dirais que c'est assez difficile de les tracer. Merci beaucoup. Merci, monsieur Togbe Agwagla. Merci d'être passé dans le salon Digit. Notre découverte du jour nous amène à la rencontre d'un jeune Togolais. Il s'appelle Wilfried Kocher, alias Wilco. Vous avez peut-être entendu parler de lui à travers ses inventions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir dans notre émission. Wilfried, bonjour. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci et vous? Ça va bien. Alors Wilfried, merci d'être dans notre émission. Vous avez eu une idée de génie, celle de créer un macaron pour les élèves. Un macaron bien sûr à mettre au niveau de leur tenue scolaire. Et donc ce macaron, c'est pour permettre d'identifier ces élèves-là en cas d'accident ou en cas de crise. Mais avant de venir à ma toute première question, je vous invite à suivre ce reportage que nous avons réalisé. Des macarons intelligents, équipés de codes QR innovants, viennent révolutionner la sécurité des élèves en milieu scolaire. Conçus pour apporter une assistance immédiate en cas d'accident ou de situation de crise, cette solution numérique moderne facilite la mise en réseau, améliore l'accessibilité des informations essentielles et optimise la gestion du quotidien des apprenants. Une innovation signée Wilco, une entreprise engagée dans la promotion de la sécurité humaine. Après le succès de son casque et de son porte-clés intelligent, Wilco met à profit sa recherche dans le secteur éducatif avec ce macaron de sécurité. Déjà adopté, ce dispositif ambitionne d'étendre son champ d'action à d'autres secteurs afin d'assurer une prise en charge rapide des personnes en situation d'urgence. Une avancée technologique au service de la protection et du bien-être de tous. Vous venez de voir avec nous ce reportage qui retrace un peu, qui parle un peu de cette invention qui est votre macaron. Alors, la plupart de vos inventions sont plutôt tournées vers le secteur qui est la sécurité. Pourquoi cet intérêt-là pour ce secteur? Au fait, si on parle de la sécurité, on peut sécuriser toutes choses, mais il faut principalement nous sécuriser. Donc, c'est ça qui nous amène vraiment à tourner vers la sécurité de nous en tant qu'êtres vivants et avant de sécuriser nos biens, nos matériels et tout ce qui suit. Donc, pour la sécurité de l'homme, c'est pour ces raisons que toutes mes inventions tournent autour de la sécurité routière et sécurité des hommes eux-mêmes. D'où vous vient cette idée-là de créer ce macaron-là pour ces élèves? D'où vous vient cette inspiration? Par rapport au macaron de sécurité intelligent, nous dénommons ça intelligent.
Aujourd'hui, il y a des macarons, bien sûr, que les élèves ont sur leur tenue scolaire, Mhm, mais en cas des accidents, ces macarons ne les sécurisent pas. mhm. Ces macarons ne permettent pas à à tout secouriste d'intervenir et savoir qui contacter pour cet élève et ça rend la vie difficile en cas des accidents. Mhm. Donc aujourd'hui, nous avons innové un peu sur les macarons en intégrant des codes QR intelligents qui permettent d'identifier facilement la personne accidentée OK. comme élève et en scannant simplement ce code QR, on voit la photo, l'identité de l'élève, on reconnaît son établissement scolaire, sa localité et quelques guides de secours qu'on peut appliquer aux D'accord. élèves en cas d'accident. D'accord. Et tout cela peut s'inclure dans le code QR à macaron là. Donc, à ce jour, cette solution, c'est pour sécuriser sur tous les plans les élèves au moment là où les taux d'accident s'augmentent de jour au jour et nos élèves circulent, c'est-à-dire ils quittent de leur maison pour aller à l'école, Mhm, mais il faut la sécurité. mhm, Sinon, les parents ne sont pas à l'aise quand mhm. ils voient leur enfant circuler au moment où il y a plusieurs inconscients sur la route des motos à longue vitesse. Donc, il faudra vraiment sécuriser ces élèves en cas d'accident, au moins on peut savoir que, on peut informer ses proches, on peut l'amener à l'hôpital à temps et on sait en même temps tout se passe dans de bonnes conditions et au bon moment. Une application, innovation très intéressante parce qu'il s'agit de la sécurité de nos enfants, de nos élèves. Alors, ma prochaine question, est-ce que ces macarons sont-ils déjà portés par les élèves? Est-ce que vous avez déjà atteint votre cible? Oui, justement, par rapport à nos cibles, on a déjà attribué ces macarons à quelques élèves. Et la pratique, on a fait l'essai sur le terrain, Mm. ça a marché et ils ont porté ça. On a activé les codes QR là et ça marche bien. Donc, à ce jour, on n'est plus en phase d'essai. Mhm. Donc, on veut maintenant faire la promotion de ce produit et on sollicite ainsi l'appui de nos autorités à mettre cette solution à la portée de tous nos élèves, surtout les enfants qui se perdent aussi. Quand un enfant se perd, on amène ça à la radio, on communique d'ici par-ci, mais difficilement on retrouve ses parents. Mais si, à base de ces macarons, on peut facilement identifier les proches de l'enfant, la sécurité est assurée, Ça se présente comme ça et donc on l'accroche juste là. justement. D'accord, on Mhm. l'accroche juste là. Alors Wilco, vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Vous avez entre-temps sorti Oui, un casque avec cuillère et après c'est des porte-clés. justement. Alors parle-nous de ces produits. Alors, par rapport à nos produits innovés, il s'agit de casques moto intelligents. Mm. Donc, nous avons tout fait pour apporter la sécurité au moins à 90% des motocyclistes. Par rapport à nos casques intelligents, qui peut contacter des proches à ces personnes en cas d'accident, qui peut envoyer la localisation du lieu d'accident, un casque qui neutralise sa chaleur interne pour donner plus de confort aux motocyclistes lors de la circulation et un casque à base duquel les motocyclistes peuvent charger leur téléphone portable. Donc, voyant toutes ces innovations, c'est pour sécuriser l'écosystème Mm, des motocyclistes. mm. En sortant de là, un jour, nous-mêmes, nous avions perdu nos clés. OK. Malheureusement, on a cherché ça en vain. C'était la clé rassemblant la clé du bureau, la clé de moto, ainsi que d'autres clés Mm, qui sont des clés très importantes pour nous. Mais on a cherché ça en vain. mm. Or, on avait des porte-clés sur ça. Bon, en ce moment, l'idée vient de dire que qu'est-ce que nous pouvons attribuer ou mettre sur nos clés qui favorise à tout un chacun qui retrouve la clé de nous appeler directement en nous remettant la clé. Là, c'est là que nous avons pensé à innover des porte-clés intelligents à base duquel celui qui retrouve la clé, à un seul scan, il retrouve le propriétaire, Mm. il retrouve ses proches. Et aussi, on ne le souhaite pas. Dans un cas d'accident, Mm. pour un motocycliste ou qui que ce soit, à base de ce porte-clés, on peut lui apporter de secours. Parce que ça intervient comme des codes QR.
des casques que nous avons innovés. OK. Et une fois scanné, on voit la photo de la personne, l'identité en général. On retrouve l'identité de ses proches, qui n'est pas accessible à tout le monde, bien sûr, parce qu'on évite aussi le système d'arnaque. Et à base de ça, maintenant, on informe les proches de l'accidenté à temps Mhm. et la sécurité à l'hôpital. Mm. Parce que si vous tombez malade ou même on vous amène à l'hôpital en cas d'accident, vous n'avez pas vos proches à côté. On prescrit des médicaments, on fait ceci. Non, les médecins ne vont pas prendre ça en charge. Donc, ça fait que plusieurs sont ceux qui perdent leur vie dans ces situations. Nous ne le souhaitons pas. Donc, nous avons inclus aussi cette technologie dans les porte-clés. En dehors de retrouver facilement les clés perdues, on peut aussi sécuriser notre vie en cas d'accident. Donc, c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment innover ces porte-clés à ce niveau-là. Et ça nous sert aujourd'hui. Parce que quand on a démarré le projet du porte-clés, il y a d'autres qui nous ont contactés après tout. Mais on pensait que c'est quelque chose d'amusement. Malheureusement, on a perdu la clé, on nous a contactés de venir prendre ça. Voilà. Merci Wilco, merci d'être passé dans notre magazine Espace Digit. Vous l'avez compris, c'est le top chrono de cette émission, mais avant, nous revenons sur le top chrono de l'émission précédente avec les questions et les réponses de nos experts. Je m'appelle César Aïga. Je pense à la création d'une entreprise numérique. Quelle doit être la première chose à faire? Quand on pense à la création d'une entreprise numérique, la première chose à faire, c'est de donner un nom à votre domaine, de créer votre site web, car votre site web sera votre vitrine en ligne, et soigner votre image de marque. Développer une identité forte et cohérente, et soyez actif sur les réseaux sociaux en utilisant les réseaux sociaux pour interagir avec votre audience. Assurez-vous que votre offre réponde aux besoins de vos clients et recueillez les retours de vos clients pour améliorer continuellement votre offre. Créez un contenu de qualité, partagez les articles de blog, des vidéos et des infographies. Soyez patient car la réussite d'une entreprise numérique prend du temps, et formez-vous continuellement car le monde du numérique évolue rapidement. Salut, moi c'est Boukari Samira. J'ai une entreprise et j'aimerais savoir comment protéger mes publications pour qu'elles ne soient pas utilisées par d'autres personnes. Merci. Disons qu'il n'y a pas une solution miracle pour protéger ces publications en ligne. La première des choses à faire, c'est de faire un marquage explicite, ajouter systématiquement votre nom, votre logo, ou clairement une phrase indiquant que les contenus publiés vous appartiennent. Vous pouvez aussi faire un filigrane discret mais visible. Intégrer un filigrane semi-transparent à vos images ou vos vidéos. Cela permet d'identifier l'origine du contenu même si il est partagé ou bien il a été copié sans autorisation. Vous pouvez aussi faire un paramétrage de confidentialité. Configurez vos profils pour limiter la visibilité de vos publications à vos abonnés ou à un cercle restreint. Vous pouvez aussi désactiver le téléchargement de vos contenus. OK? Sur certaines plateformes, vous pouvez désactiver le téléchargement de vos contenus. Vous pouvez aussi mettre des mentions légales précisant clairement que les conditions d'utilisation de votre contenu. Vous pouvez aussi désactiver les copies, OK, et les diffusions non autorisées des fichiers numériques sur votre plateforme. La liste de ce que je viens de vous donner, la combinaison de tout ce que je viens de vous donner vous permettra quand même de limiter. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et pour le top chrono de la prochaine émission, nous avons reçu également 2 questions de 2 jeunes amateurs comme d'habitude et amoureux de la technologie. Questions que je vous demande de suivre. Moi, c'est Emmanuel. Bon, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi une donnée. Salut, moi c'est Jean. J'aimerais savoir entre un code avec après
un code avec un mot de passe, lequel est le plus conseillé et pourquoi? La réponse, c'est dans notre prochain numéro. Et pour finir notre numéro, le cyberalerte, nous allons à la rencontre de notre expert du toujours. Aujourd'hui, il nous parle des anti-malware. Un anti-malware est une application qui joue principalement deux rôles. Le rôle préventif, donc il vous permet donc de vous prévenir contre les malwares. Et le second rôle est plutôt, je vais dire, correctif, qui vous permet d'éliminer les malwares. Vous me poserez sûrement la question à savoir qu'est-ce que c'est qu'un malware? Un malware, c'est un code ou un programme malveillant qui est capable, susceptible d'endommager ou d'entraver le bon fonctionnement de vos applications ou de vos périphériques comme les machines ou les téléphones. Il existe plusieurs types de malware, à savoir les virus, les vers et les chevaux de Troie. Par abus de langage, nous appelons les anti-malware les antivirus. Comment donc fonctionnent ces anti-malware? Les anti-malware fonctionnent sous la base de signatures. Cela voudrait dire tout simplement que dans chaque anti-malware se trouve une base de données de signatures qui permet d'identifier tous les virus qui existent déjà dans le monde. Voici quelques conseils concernant la bonne gestion ou l'utilisation des anti-malware. Premièrement, il faut savoir que vous devez avoir un anti-malware qui est à jour. Parce qu'un anti-malware non à jour va disposer d'une base de données virale obsolète et donc incapable de détecter les nouveaux virus qui sont sortis. Un deuxième élément très important à ne pas oublier, c'est de planifier régulièrement les scans de vos machines ou bien de vos applications par les anti-malware. Je vous remercie pour cette rubrique et à très bientôt. C'est la fin de ce numéro d'Espace Digit. Rendez-vous dans le numéro 4.